c'est le deuxième volet du petit cycle sur la philosophie à Rome et sur le stoïcisme. Alors la semaine dernière, je ne sais pas si vous avez quelques traumatismes de la semaine dernière. Non ? Pas de traumatisme, oh, ça. Nous avions vu la logique et la physique des stoïciens, et ce matin on va surtout voir le volet éthique avec les trois grands philosophes qui ont été les propagateurs du stoïcisme romain, qui sont toujours les trois grands nommés. Sénèque, Épictète et Marc Aurèle, et qui représentent en fait à eux trois un peu la diversité du stoïcisme romain, puisque l'un est magistrat, homme politique, précepteur, l'autre fut esclave, affranchi, et il a fondé son école de philosophie. Et Marc Aurèle, comme vous le savez, empereur. Donc de l'esclave à l'empereur, on va voir les différentes nuances, les différentes tonalités que cette morale ou cette éthique stoïcienne romaine a pris. Puisque même s'ils appartiennent tous les trois au même tronc commun du stoïcisme, il va y avoir des variantes, notamment dans ce qui va se développer à Rome comme discipline stoïcienne, qui est l'éthique. Alors, je ne reviendrai pas sur ce qu'on a vu la semaine dernière, simplement je vais le résumer d'une autre manière, en disant que par rapport au stoïcisme, on peut parler d'une vision empirique. Une expression qui est fréquente, l'empirisme stoïcien, par opposition à une vision plus transcendante qu'on va trouver chez les platoniciens et chez les aristotéliciens. Bon, je pense que c'est quelque chose qu'on a vu largement, qui est assez familier maintenant. Donc on parle très souvent d'un empirisme stoïcien, puisque le monde, l'univers est vu comme un organisme vivant, dans lequel on vit et que l'on ressent, tout comme Dieu, d'ailleurs avec lequel l'univers se confond. Donc Dieu aussi, on pourrait presque mettre l'égalité de Spinoza. Dieu égale l'univers, égale la nature, égale un organisme vivant. Donc l'univers se confond avec Dieu, Dieu se confond avec cet univers qui est vu comme un tout, qui est vu comme un organisme vivant, en mouvement. Et il y a deux notions qui sont très importantes, c'est celle de tension, puisque à l'intérieur de cet univers, il y a un certain nombre de processus, d'attraction, de tension, et de sympathie. Ça, c'est vraiment un mot très important chez les stoïciens, la sympathie universelle, qui préside donc à la structure de l'univers et des hommes. Donc, pour l'être humain, vivre, c'est vivre en harmonie avec la vie universelle. Et l'être humain a cette spécificité par rapport aux autres règnes de pouvoir faire marcher sa raison, et donc de vivre consciemment en harmonie avec la vie universelle, en sympathie avec ces lois de la nature. Et il peut aussi s'en éloigner, ce qui fait aussi partie de la liberté de l'être humain, et c'est dans ce cas-là où il y aura souffrance, passion,
esclavage, malheur, etc. Donc, à propos de la vision stoïcienne, on parle parfois d'une compénétration de l'homme et du monde. C'est-à-dire il y a vraiment une symbiose, une compénétration de l'homme et de l'univers. Pour ça qu'on parle, quand on parle de phénomènes extérieurs ou de circonstances extérieures, même si ça ne s'entend pas, il y a des guillemets. Intérieur, extérieur, puisqu'en fait, tout fait partie de ce grand tout. Et pour répondre à Alain la semaine dernière, c'est peut-être ça qui fait la différence avec la représentation de Schopenhauer. Il faut parfois attendre une semaine pour avoir la réponse, mais une semaine, c'est court. Il y en a qui ont attendu toute leur vie avant d'avoir la réponse et parfois ils ne l'ont même pas eu. Hein, donc. Bon, ça mériterait évidemment un développement que je ne ferai pas. Mais on va par étapes. Donc, compénétration de l'homme et du monde. Et donc, sentir, ressentir, vivre, c'est avoir les sens physiques, mais aussi l'âme, modifiés par ce qui vient de l'environnement, sachant que par ce qui vient de l'extérieur, mais l'extérieur avec ces guillemets. Et donc, cette modification de l'homme, qu'on va appeler entre autres la représentation, cette modification peut être soit en harmonie avec ce qui la provoque, et donc dans ce cas-là, on est dans le vrai, on est dans ce que les stoïciens appellent la représentation compréhensive, on est dans l'harmonie, ou bien on est en désaccord, cette modification est en désaccord avec ce qui la provoque, et c'est ça qu'on appelle la disharmonie, l'erreur, le comportement ou vision erronée, la passion, ce qui va troubler, et ce qui va faire qu'on n'est pas dans une représentation compréhensible. Donc on est dans une représentation erronée, fausse, on voit les choses de manière déformée, comme à travers un prisme déformant, et c'est cela qui rend malheureux, comme on le verra avec Épictète. Donc, la sagesse stoïcienne, puisque les stoïciens parlent du sage comme un idéal à atteindre, c'est une sagesse qui se définit par une harmonie entre une expérience intérieure et l'expérience que chacun est amené à vivre dans l'environnement où il vit. Donc le sage est celui qui vit cette harmonie entre ses sentiments, ses représentations, ses visions intérieures et les modifications qui sont amenées par le fait qu'il est pris dans un environnement dont il ne maîtrise pas, évidemment, tous les éléments. Donc, harmonie entre expérience intérieure et expérience que l'homme vit dans le monde. Bon, ça c'est un petit résumé de ce qu'on peut appeler l'empirisme stoïcien. Donc, il n'est pas à la recherche, on l'a vu dans la logique, dans la dialectique, d'idées ou de valeurs absolues, éternelles, transcendant l'homme, mais plutôt d'une recherche d'harmonie intrinsèque au sein de cet environnement qui s'appelle l'univers. La notion de destin, donc, qu'on va trouver dans la physique et qu'on va trouver aussi dans l'éthique, évidemment, le destin cesse d'être une sorte d'expression tragique, comme elle peut l'être parfois chez les platoniciens ou voire les aristotéliciens. Ce n'est plus une expression tragique, mais c'est une réalité naturelle. Le destin est une réalité naturelle qui s'inscrit dans la structure du monde, dans la structure des hommes, dans la structure de la vie, qui anime tout.
Donc le destin, c'est aussi l'autre nom du logos, hein, du fameux logos, c'est-à-dire l'intelligence cosmique, hein, logos universel. Cette tension, ce souffle vital, vous vous rappelez, parfois au niveau physique en tout cas, les stoïciens l'appellent le pneuma, hein, le pneuma, ce souffle vital qui traverse tout. Bon, ben, le pneuma, c'est vrai que c'est une expression en plus biologique, hein, physique, mais c'est aussi cette image d'un souffle, hein, d'un esprit qui traverse tout, qui irrigue tout, hein, toutes les parcelles de ce tout, et qui donne aussi la cohésion à cet organisme. Donc, le destin, est intimement lié à la vie de ce logos, hein, de ce souffle, de cette tête, de cet esprit, qui préside à l'organisation du tout. Et ce destin ne fait qu'un avec une autre notion importante chez les stoïciens, qui est la notion de providence. La providence qui est en quelque sorte la finalité de cet univers, puisque il y a un finalisme, il y a une finalité à l'œuvre dans l'univers. Il n'y a pas du tout, comme chez les épicuriens, le hasard. Il y a une finalité à cet univers qui est justement le vécu de cette harmonie. Donc la providence, c'est en quelque sorte aussi cette sagesse de l'univers qui doit se voir dans l'homme. Et cette sagesse, chez l'homme, elle commence par une prise de conscience de cette force du destin qui s'épanouit, qui est à l'œuvre dans toute chose et qui s'épanouit dans une sorte de grand acquiescement, une grande adhésion à ce courant de vie. Ce que parfois on appelle soumission, hein, au courant de vie, au flux de vie, mais qui est plus, je préfère le mot acquiescement, ou adhésion, qui est plus consciente, hein, c'est-à-dire qu'on adhère, on acquiesce volontairement, consciemment à ce courant de vie, donc à ce destin et à cette providence. Alors, cette finalité à l'œuvre dans l'univers, elle s'exprime à travers tous les règnes, et les stoïciens vont mettre en évidence un instinct qui est l'instinct de conservation. L'instinct de conservation, ils disent qu'on voit beaucoup chez les animaux, mais qu'on voit aussi chez les hommes, et qui les pousse presque instinctivement à rechercher ce qui leur est utile, et à fuir ce qui leur est nuisible. Donc il y a une sorte d'intelligence instinctive chez l'homme qui lui fait fuir ce qui lui fait mal, ce qui lui est nuisible, et à rechercher ce qui lui est utile. Et la providence fait aussi régner entre les êtres humains l'amitié de l'interdépendance. Donc cette amitié que les stoïciens cultivent est le fruit et la conséquence de cette interdépendance mutuelle, le fait que tous les êtres sont reliés les uns aux autres, et donc qu'il y a une amitié naturelle entre les humains qui est à développer. Comme dit Marc Aurèle, chacun de nous est une partie du monde, d'où il suit naturellement que nous devons placer l'intérêt de la communauté avant la nôtre. Chacun de nous est une partie du monde. Alors ça, c'est quelque chose qu'on verra bien dans l'éthique de Marc Aurèle, mais qu'on voit aussi chez Épictète et Sénèque, où cette éthique est tout sauf une éthique seulement individuelle. C'est une éthique individuelle, mais avant tout au service de la collectivité. Puisque être sage,
n'est pas tant intéressant pour soi-même que pour la collectivité, qu'ainsi on aide à devenir meilleur et plus sage. Donc ça, bon, on l'avait vu, ça sera la grande différence avec les épicuriens, hein, pour qui le côté social et le côté collectif est très 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 mineur, hein, par rapport au côté individu. Marc Aurèle toujours qui dit « Tout ce qui arrive, arrive justement ». Tout ce qui arrive, arrive justement. Les choses qui succèdent à d'autres ont toujours avec celles qui les ont précédées un rapport de famille. Alors ça c'est très intéressant par rapport à ce que je vous avais expliqué la semaine dernière, par rapport à la logique stoïcienne, où on n'a pas une logique univoque de cause et d'effet. Hein, vous vous rappelez, c'était pas forcément très évident à comprendre. Pas de cause et d'effet, mais de simultanéité de phénomènes. Et cette ère de famille, voilà, les choses arrivent, s'enchaînent, elles ont des aires de famille sans qu'on puisse en déduire de manière systématique une relation de cause qui engendre des effets. Hein, vous vous rappelez, ça c'était une des grandes spécificités, hein, de la logique stoïcienne. De même qu'il règne dans tout ce qui est une coordination parfaite. De même, il y a dans les choses qui naissent, non pas succession pure et simple, mais une évidente et admirable parenté. Donc les stoïciens sont fascinés par l'harmonie, par la beauté, par la cohérence, hein, par cette suprême organisation de l'univers, et dans laquelle il n'y a qu'une envie, hein, aucun but, c'est de se fondre dans cette harmonie et d'être donc dans un rapport de parenté ou de famille avec cette harmonie cosmique, cette harmonie universelle. Chacun étant une parcelle de ce tout. Bon. Donc évidemment, au niveau éthique, ceci va avoir des conséquences importantes. Alors, par rapport à l'éthique, je voudrais faire une petite introduction, avant de passer à nos philosophes, sur l'âme, puisqu'on n'en a pas trop parlé jusqu'à maintenant. Comment les stoïciens voient l'âme humaine. Et là, vous allez voir, c'est une vision originale qui est assez facile à retenir. L'âme donc n'est pas conçue comme un principe immatériel, hein, comme quelque chose d'immortel, d'éternel, de transcendant. Non. C'est un corps. Hein, vous vous rappelez qui les stoïciens ne donnent d'existence aux choses que lorsqu'elles sont corporelles. Et donc, vous vous rappelez qu'on avait vu la vision, hein, la théorie des incorporels avec tout ce système de représentation et d'exprimable. Mais l'âme est un corps. Donc c'est un principe matériel. L'âme est un corps, ça peut être un feu, un souffle igné, une sorte de pneuma, hein, aussi igné, c'est-à-dire qui a les caractéristiques du feu. Et l'âme est à la fois une et partagée, ou disons dans laquelle on distingue huit parties. C'est ça qui est original, qui est intéressant dans la vision stoïcienne de l'âme. 8 parties. On a une partie directrice. Alors, que les stoïciens appellent hégémonikon. C'est un terme grec, hein, hégémonikon, qui va donner le terme hégémonie, hein, qui a le pouvoir, la puissance, la prédominance. Donc ça, c'est la partie directrice de l'âme, hégémonikon. Et puis, on a les autres parties, les 7 autres parties, où on a les 5 sens physiques, hein, donc la vue, l'ouïe, l'odorat, le toucher, le goût,
les 5 sens physiques, qui font partie de l'âme. On a la partie reproductrice ou sexuelle, et enfin la parole. Vous vous rappelez que la parole, le langage, les mots sont très importants pour les stoïciens, puisque c'est ce monde intermédiaire, vous vous rappelez, de l'exprimable, entre les objets et les représentations. Alors, ce qui est original, ça fait 8, la partie directrice, les 5 sens, les parties reproductrices et la parole. La partie directrice, il la compare à 2 animaux. C'est une analogie pour faire comprendre. La partie directrice, elle est comme l'araignée au centre de sa toile, qui reçoit les messages de tout ce qui se trouve à sa proximité. Donc ça, c'est une des comparaisons pour la partie directrice. L'araignée, donc, qui est au cœur de sa toile, et en état de vigilance aussi par rapport à la toile. Mais la comparaison la plus répandue, la plus originale, c'est celle qui fait ressembler cette partie directrice, donc cette hégémonicone, au corps d'un poulpe. Au corps d'un poulpe dont les autres parties seraient les tentacules, c'est-à-dire l'hégémonicone, c'est le corps du poulpe, et les autres parties, c'est les tentacules qui vont être en contact avec l'environnement. Donc ça, c'est quelque chose, on peut se souvenir, c'est pas très fréquent. Et si vous mangez du poulpe, vous penserez que vous mangez l'âme humaine. Non, c'est une image. L'hégémonicone est donc le principe d'une tension qui s'irradie. Ça encore, c'est une image très stoïcienne. Une tension qui s'irradie, donc qui va du centre vers l'extérieur et qui irrigue tout. Alors voilà ce que dit Diogène Laërce sur la vision stoïcienne de l'âme. Les stoïciens disent que la plus noble partie de l'âme, c'est la partie maîtresse qui guide les autres. C'est elle qui fait les représentations, les consentements, les sentiments, les appétits. Et c'est ce qu'on appelle le discours de la raison. Alors, vous voyez, cette partie directrice, elle est hyper importante, puisque c'est là où se forgent toutes les représentations, les assentiments, les consentements, les appétits, les désirs, mais aussi c'est là où réside la raison. De cette partie en sortent 7 autres qui s'étendent à travers le reste du corps comme les bras d'un poulpe. Les sens naturels en constituent 5. La vue tend la partie maîtresse jusqu'aux yeux. C'est intéressant parce que le sens est vu comme une sorte de tension ou de direction depuis la partie directrice, la partie centrale de l'âme, jusqu'à l'objet qui est vu, touché, entendu, goûté, etc. Une sorte de... comme s'il y avait un flux qui sortait de l'œil ou de l'oreille ou de la bouche ou des mains pour faire le lien avec cet environnement. Donc, la vue tend la partie maîtresse jusqu'aux yeux. C'est-à-dire, qu'est-ce qui nous fait voir ? Ce n'est pas tant l'œil qu'une sorte de flux qui va sortir de l'œil pour arriver jusqu'à l'objet vu. Oui. C'est-à-dire, là encore, c'est un espèce d'élément intermédiaire entre l'organe et l'objet.
Et ça c'est quelque chose que beaucoup d'anciens disaient. Platon disait la même chose par rapport à ce qui sortait de l'œil, une sorte de flux qui sort de l'œil et qui permet de voir les choses. Pareil pour tous les sens. Donc la vue tend la partie maîtresse jusqu'aux yeux, l'ouïe tend depuis l'entendement jusqu'aux oreilles, l'odorat passe de la raison jusqu'au nez. Voilà. Donc pour tous les 5 sens c'est pareil, c'est pour ça qu'il y a cette image vraiment des tentacules du poulpe. Et la 6e partie s'appelle la partie reproductrice, qui est un esprit venant de la partie principale jusqu'aux organes sexuels. Ce ne sont pas les organes sexuels en eux-mêmes, en tant qu'organes physiques, qui font partie, qui constituent la 6e partie de l'âme, mais c'est l'énergie, le flux, rationnel ou moins rationnel, qui part de la partie directrice jusqu'aux organes de reproduction. Alors, ça c'est très important parce que ça permet de comprendre comment les stoïciens expliquent la maîtrise, comment on peut parvenir à la maîtrise des sens, à la maîtrise de l'instinct sexuel ou à la maîtrise de la parole, puisque c'est un flux. Enfin, la 7e partie est ce que Zénon appelle la voix, qui est un esprit partant de la partie maîtresse jusqu'aux organes propres à la parole. Cette partie maîtresse, cette hégémonicone, est logée dans la tête, ronde, en forme de boule. Donc cette partie directrice de l'âme, elle est bien située dans la tête, qui est ronde, pas dans le cœur, dans la tête, ronde comme une boule, et à partir de là, donc, il y a ce principe d'irrigation, vous voyez, d'imprégnation, d'irrigation qui part de. Cette partie directrice est aussi décrite parfois comme un principe igné, de feu. Alors, grâce à cette partie directrice de l'âme, les êtres vivants ont dès leur naissance la possibilité de distinguer ce qui est conforme à leur nature et ce qui s'y oppose. Puisque c'est dans cette partie directrice qu'il y a aussi la raison. Et donc la raison qui est ce grand principe organisateur de l'univers. C'est pourquoi, chez les stoïciens, vivre en accord avec sa nature est synonyme de vivre en accord ou en harmonie avec la nature. C'est la même chose. Ça ne fait qu'un. Donc quand Épictète dira vivre selon sa nature, ta nature, la nature, tout ça est pareil, c'est synonyme. Zénon aura cette formule: vivre d'une façon accordée. Vivre d'une façon cohérente, diront d'autres. Accordée, en harmonie, en syntonie, en sympathie. Voilà tous les éléments qui sont donnés. Cléante dira vivre en accord avec la nature. Si on veut être heureux, et plus qu'heureux, sage, c'est ça qui doit être recherché. Vivre de manière accordée, cohérente avec la nature. Et donc, la passion, le désir, l'excès ou l'impulsion, ce sont des mouvements irrationnels de l'âme, contraires à la nature, puisque la nature, elle est mesure, elle est harmonie, mais elle est surtout mesure, c'est-à-dire rien de trop, qui est une des maximes stoïciennes, rien de trop, c'est-à-dire pas d'excès, être toujours dans la juste mesure. Alors, en résumé,
je reprendrai simplement une image que je vous avais donnée la semaine dernière, qui était une image de Zénon, de la main qui se ferme. Je ne sais pas si vous vous rappelez, hein, la main qui se ferme. Donc on a cette idée de représentation, hein, qui est une modification de la tension de l'âme par un objet extérieur, hein, entre guillemets. Donc ça c'est le premier niveau, représentation. La représentation compréhensive, c'est une harmonie entre la tension du sujet et de l'objet. Et enfin, la connaissance qui n'est pas simplement d'une représentation compréhensive, mais en plus d'un assentiment donné à une représentation compréhensive. Hein, donc vous rappelez représentation compréhensive, la main se ferme. La main fermée, c'est la représentation compréhensive à laquelle on donne un assentiment. Donc on renforce la représentation compréhensive, donc, qui est juste. Et lorsque vraiment le point est très très serré, là, c'est la science totale. Tout ça est possible grâce à cette structure intelligente de la partie directrice de l'âme et de ces influx qu'elle va envoyer dans tous les sens. C'est pour ça qu'on parle d'un empirisme, parce que quand même, sur les 8 parties de l'âme, il y en a 7 qui sont quand même des éléments concrets. C'est ce qui permet au niveau de l'éthique de comprendre pourquoi on va parler de la théorie des conduites convenables. Ça, c'est une expression qu'on va trouver. Alors, c'est pas convenable dans le sens du correct, du socialement, ou du politiquement, ou de ce que vous voulez correct. Là, c'est vraiment les conduites convenables dans le sens de refléter justement cette raison, cet accord, cette harmonie cosmique. Donc, c'est pas simplement une question de comportement ou de convention, d'être dans le convenable, c'est pas ça, c'est d'être consciemment une parcelle de l'univers. Et donc de vivre en syntonie, en accord avec l'univers. Alors, je vais vous lire un tout petit texte il est de Diogène Laërce. De Diogène Laërce qui a quand même fait un grand effort pour comprendre toutes ces philosophies, tous ces courants. Alors voilà ce qu'il dit Diogène sur les conduites convenables. Les stoïciens appellent conduite convenable ce qui pousse par quelque force à un acte raisonnable, tel qu'il soit en conformité avec la vie. Ce terme s'applique aux plantes et aux animaux, car chez eux aussi, il y a des conduites convenables. Simplement, chez les plantes et chez les animaux, c'est plus de l'ordre de l'instinct. Ils savent instinctivement ce qu'ils doivent faire. Chez l'homme, c'est toujours un peu plus compliqué. C'est la bénédiction ou la malédiction humaine. Qui est qu'il y a cette partie directrice faite de raison et qui nous permet aussi de dévier de ces conduites convenables en pensant qu'on est dans le bon chemin. Zénon le premier, donc vous voyez, Zénon, ça remonte aux stoïciens grecs. Zénon le premier s'est servi du terme conduite convenable, car il le fait venir du terme qui signifie qui convient. C'est pour des organismes l'acte accompli selon une nature propre. C'est-à-dire, c'est obéir à la nature en fait, obéir à sa nature, à la nature. Des actes accomplis par instinct, les uns sont des conduites convenables, les autres sont plus en marge de cette conduite, et d'autres ne sont ni l'un ni l'autre. Les actes convenables sont ceux que la raison nous commande de faire. Comme par exemple honorer nos parents, nos frères, notre patrie, ou secourir nos amis.
Les actes en marge de la conduite convenable sont ceux que la raison ne recommande pas, comme de négliger ses parents, ne pas s'occuper de ses frères, ne pas s'entendre avec ses amis, mépriser sa patrie. Donc ça c'est en marge, c'est-à-dire ce n'est pas convenable. Donc vous voyez, bon, ça va donner des principes très, très simples, hein, de respect filial, respect de l'autre, tolérance, amitié, sympathie, clémence, comme on verra avec Cicéron. Les stoïciens appellent estimable ce qui est en soi conforme à la nature, ou ce qui produit un tel résultat, si bien que cette chose est digne d'être choisie parce qu'elle possède un poids digne de considération. Au contraire, ils appellent sans valeur ce qui est contraire à ce qui précède. Voilà. Donc, puisqu'il est conforme au premier mobile de choisir ce qui est en soi et par soi conforme à la nature, et de repousser ce qui lui est contraire, le premier devoir est de se conserver dans sa constitution naturelle, puis de se tenir aux choses qui sont conformes à la nature et de fuir celles qui lui sont contraires. Et pour ça, on avait vu qu'il y avait une sorte d'évidence, je ne sais pas si vous vous rappelez, de ce qui est conforme à la nature. Et qu'on est quand même aussi guidé par ce sentiment d'évidence, que c'est ça qui est conforme à la nature et pas le contraire. Une constance dans le choix qui devient finalement fidèle à lui-même et conforme à la nature. Dans ce choix, commence de se trouver, de se définir pour la première fois ce qui vraiment peut être appelé bien, ce qui est vivre selon le bien, vivre selon la nature. Les stoïciens disent que l'amitié ne se trouve que chez les seuls sages en raison de leur ressemblance. Ils considèrent nos amis comme d'autres nous-mêmes, c'est-à-dire, voilà, on ne voit dans l'autre que ce qui nous ressemble, donc on ne peut être que amis. Bon, voilà petite introduction sur l'éthique. Hein. Donc vous voyez bien qu'elle découle de la logique et de la physique. Hein, ce sont des conséquences morales de la logique et de la physique. Ça va ? Bon. Alors, on va voir maintenant comment Sénèque, Épictète et Marc Aurèle vont interpréter ces principes qui sont très généraux et comment chacun va apporter un peu sa couleur. Alors, Sénèque, 4 avant Jésus-Christ, à peu près 4-5 avant Jésus-Christ, 65 après. Il est très complexe, cet homme, parce que c'est un politicien, c'est un homme d'État, c'est un grand auteur de tragédies. Ça, on ne le sait pas toujours, mais il a écrit de grandes tragédies qui vont beaucoup influencer la tragédie après moderne. Médée, Oedipe, Phèdre, donc Racine s'en inspirera largement. Il est le précepteur de l'empereur Néron et il représente donc par la variété de ses facettes un des personnages les plus intéressants de l'époque impériale romaine. Il est parfois appelé Sénèque le philosophe, puisque son père était Sénèque le rhéteur. Il était spécialiste de rhétorique, rhéteur. Alors, la vocation, me semble-t-il, la plus intéressante de Sénèque, c'est une vocation de pédagogue. Il se veut pédagogue, il se veut directeur de conscience, mais avant tout pédagogue.
donc à donner des conseils les plus simples, les plus accessibles à ceux à qui il écrit. Et cette vocation pédagogique, elle est prise dans un sens large, c'est-à-dire pas simplement l'éducation des jeunes, ou des adolescents ou des enfants, mais aussi des adultes. Puisque pour lui, l'éducation ne se termine jamais. Jusqu'à la mort, on peut s'éduquer. Et donc, cette vocation pédagogique va enthousiasmer le Moyen-Âge et la Renaissance, à un moment donné où on voit aussi les enfants un peu d'une autre manière, et particulièrement Montaigne et Jean-Jacques Rousseau vont être très influencés par la vision de Sénèque. Bon, ensuite, après la Renaissance, à l'époque moderne, la réputation de Sénèque va beaucoup chuter, et ce n'est que finalement dans la période actuelle, depuis quelques années, une dizaine d'années, que cette morale de Sénèque, cette éthique de Sénèque revient un petit peu en premier plan. Alors, Sénèque est né à Cordoue, mais il fréquente l'école stoïcienne à Rome. Donc on est bien dans le cadre romain. Et son père, donc était rhéteur, qui craint la répression contre les philosophes menée par l'empereur Tibère, voudrait qu'il s'oriente vers la rhétorique, vers l'éloquence. Donc comme lui, pensant que c'est moins risqué que d'être philosophe. Mais bon, il n'aura pas gain de cause. Après un séjour en Égypte, Sénèque devient questeur sous Caligula, et c'est là où il va s'orienter vers la philosophie. Sous le règne de l'empereur Claude, il est exilé en Corse. Alors ça, c'est un moment très connu de sa vie. Exilé en Corse, alors pour certains, ça ne serait pas vraiment un exil trop dur, mais il faut savoir que c'était quand même dans une région totalement désertique, où il était totalement isolé, et la Corse était quand même loin de Rome. Donc il va vivre quand même 8 ans d'exil, de 41 à 49, et ce sera l'occasion de très belles lettres qu'il écrira à sa mère. En l'exhortant aussi à la philosophie, en lui disant combien la philosophie l'aide, lui est une consolation. Il va employer le même terme que Boès, la consolation de la philosophie. Il va être rappelé par Agrippine. Bon, là je passe toutes les intrigues politiques terribles qui sont à l'époque à Rome. Il est rappelé par Agrippine, et il va composer alors ces fameux premiers traités de la brièveté de la vie. De la brièveté de la vie, où il explique que la vie est ni brève ni longue, mais que ça dépend de comment on la vit et de ce qu'on en fait. Et il devient donc, sur la demande d'Agrippine, précepteur de Néron. Et il va être non seulement précepteur, mais ensuite ministre de Néron de 54 à 59. Et c'est pendant cette période qu'il fait paraître ses traités de la tranquillité de l'âme, de la clémence, qui sera une des grandes vertus prônées par Sénèque, la clémence, de la constance du sage, donc constance, aussi une grande vertu, et de la vie heureuse, qui est aussi un de ses grands traités les plus connus. De la tranquillité de l'âme, de la clémence, de la constance du sage, de la vie heureuse, justement, ça a été l'occasion pour lui de travailler la tranquillité de l'âme, la constance, la clémence, puisque si tout avait été simple et tranquille, il aurait eu moins d'occasion de s'exercer à ses vertus, ce qu'on peut dire. Sachant qu'au début, Néron était quelqu'un de tout à fait bien. Oui, ça s'est gâté après.
Après l'assassinat d'Agrippine, puisque Agrippine est assassinée en 59, il renonce à sa fortune, à ses fonctions. Il faut savoir qu'il avait amassé une immense fortune, et ça c'est quelque chose qui lui sera très largement reproché, en disant qu'il y avait une sorte d'incohérence entre le fait d'être stoïcien et riche. Ce à quoi il répondait que le problème n'est pas d'être riche ou pauvre, mais que l'essentiel est dans le rapport que l'on a avec la richesse ou avec la pauvreté. Et lui, il a prouvé qu'il était riche, mais qu'il a pu, presque du jour au lendemain, se défaire de toutes ses richesses sans être, plus que cela, perturbé. Et ça me semble effectivement important, montrer qu'être stoïcien, c'est pas forcément être pauvre, qu'on peut avoir des richesses, mais ne pas être esclave. Ne pas être dépendant, esclave de ses richesses. Et il l'a prouvé. Il écrit d'autres traités, une fois qu'il est un petit peu, disons, en retraite de sa fortune et de ses fonctions. Il écrit des bienfaits, un traité qui s'appelle Des bienfaits, de l'oisiveté. Et pendant les 3 dernières années de sa vie, il va surtout être directeur de conscience, en fait, un pédagogue. Et il va écrire ces fameuses lettres à Lucilius, qui est aussi de ses œuvres les plus célèbres. Lettres à Lucilius, et aussi de la Providence. Bon, ensuite, il sera pris dans une sorte de conspiration, accusé injustement probablement d'avoir pris part à une conjuration contre Néron. Et donc, c'est là où Néron lui donne l'ordre de se suicider, donc en 65. Donc, Sénèque est quelqu'un de très fidèle en fait à l'ancien stoïcisme, aux valeurs de l'ancien stoïcisme, même si sur les dernières années de sa vie, sa vision sera un peu teintée de cynisme, avec tout ce qu'il aura vu et vécu de l'intérieur de l'Empire romain. Alors, comment on peut résumer la pensée pédagogique de Sénèque? Son point de départ, c'est quelque part le drame de l'existence humaine. Il explique que le propre de l'homme, c'est la parfaite raison que son âme abrite. Donc l'être humain est un être rationnel. Néanmoins, dit-il, pour la plupart des êtres humains, la raison demeure assujettie au corps, au point que la vie entière se met au service du corps et de ses besoins, et que ceci transforme l'homme en esclave. Donc, le point de départ, la constatation de Sénèque, c'est que l'homme qui a l'outil rationnel pour être libre, en fait ne l'est pas. Il est esclave de ses passions, de ses désirs, de ses pulsions, etc. Et il est malade, esclave et malade de cela. Alors que la plupart du temps, il se pense libre et en bonne santé. Comme il le dit, les maladies de l'âme sont niées par l'homme, ce qui rend particulièrement difficile le désir de rétablissement. Autant les maladies physiques sont évidentes et donc on a envie de se guérir, autant pour ce qu'il appelle les maladies de l'âme, c'est-à-dire l'excès, l'impulsion, l'avarice, le désir de gloire, de richesse, toutes ces maladies de l'âme sont moins évidentes, elles sont même niées par l'homme qui pense que c'est ça qui fait aussi son identité, et donc que l'homme ne ressent pas le désir de se soigner. Il ne se pense pas malade. Voilà. Alors que pour Sénèque, il est évident qu'il l'est. Et donc, cette situation d'esclavage, il a des mots forts, vous voyez, esclave, maladie,
engendre un être vaincu, malheureux, qui a continuellement peur de la mort et de la douleur future, c'est-à-dire de perdre ce qu'il a, puisqu'il se définit plus par ce qu'il a que par ce qu'il est. Et donc, ça c'est le constat, bon, qui peut sembler un peu pessimiste, mais Sénèque n'est pas pessimiste pour autant, puisqu'il dit que l'homme a tous les outils et les moyens pour s'en sortir, pour résoudre ses problèmes existentiels, et que ceci, la victoire de l'homme va passer par la lutte. La lutte. Le fait de lutter contre ces éléments excessifs, et qu'il peut récupérer la santé de l'âme, la liberté intérieure et la maîtrise de soi. Pour Sénèque, et c'est pour ça qu'il y a cette vocation pédagogique, l'homme peut tout à fait devenir libre, mais c'est une conquête, c'est un combat, c'est une lutte de tous les instants pour dépasser cet état d'esclavage et de malheur. Et les ressources de l'homme, eh bien, c'est son caractère rationnel, c'est sa capacité de réflexion. Donc là, on retrouve, je ne vous le réexplique pas, le fait de travailler sur sa représentation, d'avoir une représentation la plus juste, la plus neutre, la plus vraie possible, et ensuite de donner son assentiment à cette représentation juste. Et donc, il ne faut surtout pas refouler les instincts irrationnels, tout ce qui nous amène à l'excès, mais il s'agit de les éduquer. C'est pour ça qu'il est si sensible à la notion de l'éducation. On ne refoule pas, on ne nie pas tous ces éléments irrationnels qui nous poussent à l'esclavage, mais il s'agit de les éduquer, c'est-à-dire d'arriver peu à peu, pas à pas, à une plus grande maîtrise. C'est pour ça que, bon, il y a des formules, c'est vrai, très lapidaires chez les stoïciens, rien de trop, pourrait faire penser que là, il faut couper, nier, supporter, être dans une sorte de volonté héroïque, de se dépasser, de se maîtriser, mais en tout cas chez Sénèque, c'est beaucoup plus dans la douceur, dans la clémence, dans la tolérance, aussi vis-à-vis de soi-même, pour gagner pas à pas cette liberté intérieure qui nous manque. Donc c'est par le fait de s'exercer. Et c'est pour ça qu'il va parler d'une auto-éducation, un effort permanent d'auto-éducation pour arriver à conquérir cette liberté intérieure. Donc, cet idéal de sagesse, il n'est pas facile à atteindre pour Sénèque, mais il est accessible. Il n'a pas vécu pour rien. De son point de vue, non. Il s'est aperçu de certaines choses, il est parti d'une certaine idée, d'un constat. Et il a un constat qui est totalement différent par la suite. Et donc c'est sa vie qui lui a fait prendre cette conscience de ça. Disons, sa vie est un exemple de quelqu'un qui s'est resté stable, constant, dans la tourmente. Ça, c'est évident. Il y a eu l'exil, mais il y a eu après toutes les pressions politiques qu'il a reçues. Et il a pu écrire et rester pédagogue, conseiller jusqu'à la fin. Et on dit aussi que l'exemple de sa mort est assez intéressant, puisque il est resté stoïque, comme on dit, jusque dans cet ordre de se supprimer, alors que le suicide, qui est un thème que les stoïciens ont beaucoup traité, le suicide n'est pas conseillé par les stoïciens. Il a reçu l'ordre. Il a reçu l'ordre. Il est vraiment esclave.
Il s'est coupé les veines. Si vous voulez avoir des détails. Alors, dernière. De toute façon, oui. Oui, mais c'est pas pareil. Non, c'est pas pareil. C'est pas pareil si on le tue et que Si se suicide. Ouais. c'est pas Bon. pareil. Alors, autre élément intéressant chez Sénèque. Alors, qu'est-ce qu'il dit, Sénèque? Il dit que la philosophie forme et modèle l'âme, ordonne la vie, gouverne les actions, montre ce qu'il faut faire et ce qu'il faut éviter. Elle tient le gouvernail et montre le chemin entre les doutes et les fluctuations de la vie. C'est pour ça que y a certains qui sont un petit peu durs, je trouve, vis-à-vis de Sénèque et qui lui refusent le statut de philosophe. Et moi, je lui accorde. Voilà. Je lui accorde le statut de philosophe, parce que quand même. La philosophie tient le gouvernail et montre le chemin entre les doutes et les fluctuations de la vie. Mais c'est sûr que s'il avait été pauvre, peut-être on lui aurait pardonné plus de choses. C'est terrible, la richesse. Bon, ça c'est une petite parenthèse. Alors, donc Sénèque considère que la finalité de l'éducation, c'est d'atteindre une sorte de perfection humaine, hein, c'est-à-dire vraiment de se rapprocher le plus possible de la perfection humaine. Et, comme je disais au début, il ne s'agit pas simplement d'une évolution individuelle, hein, d'un progrès individuel, mais que, et ça c'est très stoïcien, que cette amélioration de l'individu a une conséquence directe sur l'amélioration de la société. C'est-à-dire qu'il y a une sorte d'irrigation qui se fait, hein, à partir du sage ou du philosophe. C'est ce qu'il appelle la propension sociale. C'est-à-dire que la société sera, par irrigation, meilleure, plus sage, hein, plus philosophe, si il y a en son sein des gens qui pratiquent cette philosophie. Donc le sage a pour Sénèque une dimension fondamentalement sociale au service des autres. Et ça, c'est ce qu'on va retrouver très fortement chez Épictète et chez Marc Aurèle. Ce sont des gens qui se situent au service de la société, au service de leur ville ou de leur pays. Alors, au niveau des valeurs, des vertus, ça c'est quelque chose qui est intéressant, parce que ce n'est pas forcément chez tous les stoïciens. Il va surtout prôner la clémence. Donc il y a un traité qui s'appelle De la clémence et la douceur. Donc ça, je trouve ça intéressant, parce que ça va parfois un peu à l'encontre d'une certaine vision véhiculée, hein, avec le supporte et abstiens-toi, être stoïque, hein, qui est assez... En fait, Sénèque va toujours prôner la clémence et la douceur. Et il dit, la clémence est l'inclination à la bonté. Ce que Cicéron reprendra aussi, la fameuse clémence, la clémence. La clémence est l'inclination à la bonté, c'est la première qualité du sage stoïcien, puisqu'elle est l'expression même de la solidarité qui lie les individus entre eux. Cette sympathie, cette solidarité organique entre les individus nous pousse à être cléments et doux vis-à-vis d'autrui, puisque nous sommes tous part d'un même univers et nous sommes également solidaires organiquement. Et donc l'autre possède comme moi une part de logos divin, même si parfois on a l'impression que non. Mais ça fait partie de la représentation, le travail sur les représentations. L'autre a aussi une parcelle du logos divin. C'est ce qui demande un effort, parfois. Donc, l'autre possède comme moi une part de logos divin, alors
l'idée de solidarité entre les hommes qui sont membres d'un monde en perpétuelle transformation où chacun a son rôle à jouer devient prépondérant. Et c'est là où c'est aussi lié à une valeur qui va être très importante chez les Romains, qui est la vertu de la dignitas, la dignité humaine, qui est faite de caritas, donc de charité, de clémence, de douceur, de compréhension, de bienveillance, la dignité humaine. Et donc, cette clémence, cette douceur doit être une règle essentielle dans la gestion des rapports humains. De modération, de tempérance et de douceur. En même temps, c'est une éthique de l'action, une philosophie de l'action, puisque Sénèque dit que le philosophe est un peu comme un soldat qui n'a droit au repos que quand il a épuisé toutes les chances de l'action, quand il a tout fait pour les autres hommes. Donc c'est une action, là encore, pour les autres, au service d'autrui. Bon, il développera aussi tous les bienfaits de l'introspection, de la vie intérieure, de l'examen, ça c'est propre à tous les stoïciens, l'examen de conscience, le bilan de conscience à la fin de la journée, qu'ai-je fait, qu'ai-je omis, etc. Mais au niveau de Sénèque, moi ce que je retiens, c'est la vocation pédagogique, de toujours s'intéresser à ce qui peut être expliqué, transmis, conseillé, dans la perspective d'une éducation, d'une transformation de l'autre jusqu'à la fin de sa vie, et cette clémence, cette douceur qui est vraiment tout à fait à l'opposé des circonstances politiques, sociales et individuelles, enfin humaines qu'il vit. Donc, c'est ça aussi que l'on va retrouver chez Épictète, chez Marc Aurèle, ce que Hadot appelle la fameuse citadelle intérieure. C'est-à-dire de constituer à l'intérieur de soi une vraie île sèche, une citadelle qui fait qu'elle résiste à toutes les tempêtes, à toutes les vagues, à tous les raz-de-marée, puisqu'il y a cette constance du philosophe, du sage, qui est aidé en cela par la raison. Rappelez-vous, la partie directrice de l'âme, et de tout ce travail sur la représentation. Ça va ? C'est une vision optimiste de l'homme. C'est incontestablement, même si le constat de l'esclavage, la maladie peut sembler un peu noir, il y a cette conviction que l'homme a les moyens de se libérer, de se conquérir lui-même. C'est évident. Sinon, il n'y aurait pas tous ces traités, il n'y aurait pas toutes ces lettres, toute cette correspondance pour inciter à cette libération. Qu'est-ce qu'on fait de ce rapport avec Néron avant l'histoire de la conjuration? Disons, chez Néron, il y a, semble-t-il, vraiment deux parties. La première partie de son règne qui s'est fait relativement correctement, où il n'était pas fait pour le pouvoir, ça c'est sûr, il était plus fait pour jouer de la lyre et être un artiste et un poète au service d'Apollon, mais disons que ça c'est à peu près bien. Après il y a vraiment une sorte de mégalomanie qui s'installe, mais surtout le problème est l'entourage familial, avec Agrippine qui était, elle assoiffée de pouvoir. Et donc c'est vrai qu'avec Tibère, Caligula, Agrippine, et ensuite, Marc Aurèle est un peu une parenthèse là-dedans, mais après, avec son fils Commode, on va vers la décadence, enfin, c'est vraiment la décadence de l'Empire romain, avec des empereurs qui sont tout sauf... Adrien, oui. Alors il y a quelques exceptions comme ça, avec Adrien, avec Marc Aurèle, et après de nouveau ça se gâte. On fait une petite pause, Donc, nous
avons vu Sénèque. Et nous allons continuer avec Épictète. Épictète, 50-130, à peu près après Jésus-Christ. Et donc Épictète, c'est un autre personnage très, très intéressant qui va être en fait le maître à penser de Marc Aurèle. Alors lui, il est né en Phrygie, donc 50 de notre ère, probablement fils d'esclave, et lui-même fut esclave. Vendu à Rome à un affranchi de Néron du nom d'Épaphrodite, puisqu'il parle de son maître dans ses œuvres, et il sera affranchi à son tour. Donc il va être libéré, et il continuera de vivre à Rome, où il habite, dit-on, une masure très simple, toujours ouverte, meublée simplement d'une table et d'une paillasse. Donc là, on a l'idéal de pauvreté, d'austérité qui colle bien avec l'éthique stoïcienne. Alors en 90, il y a un édit de Domitien qui chasse tous les philosophes de Rome et d'Italie. Et donc Épictète se retire en Épire, c'est-à-dire c'est dans les Balkans. Aujourd'hui, c'est entre la Grèce et l'Albanie, dans une ville qui s'appelle Nicopolis, et il y fonde une école. Donc fils d'esclave, esclave, affranchi, et il va fonder une école à Nicopolis en Épire. Et c'est un de ses disciples qui s'appelle Arien, A2RIEN, qui va recueillir l'enseignement d'Épictète dans ce qu'on appelle depuis les Entretiens, qu'il publie, qu'il édite en 8 livres, les Entretiens, dont il ne nous reste aujourd'hui que les 4 premiers. Et il va aussi tirer des pensées d'Épictète qui sont connues sous le nom du manuel d'Épictète. Donc d'Épictète, vous avez, qui est réédité très régulièrement, encore de nos jours, le manuel d'Épictète, le manuel et les entretiens. Voilà ce que nous avons d'Épictète. Donc il va être un des plus éminents en fait penseurs stoïciens de l'Empire romain. Alors, sa morale, son éthique est très célèbre puisqu'elle se fonde sur un principe simple que l'on va retrouver dans le manuel, qui est la distinction entre ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas. Alors ça c'est hyper célèbre. Et je vais donc vous lire quelques passages du manuel. C'est le début, par lequel Épictète, donc mise en forme par Arien, explique que de toutes les choses du monde, les unes dépendent de nous, les autres n'en dépendent pas. Celles qui en dépendent sont nos opinions, nos mouvements, nos désirs, nos inclinations, nos aversions. En un mot, toutes nos actions. Celles qui ne dépendent point de nous sont le corps, les biens, la réputation, les dignités. Les dignités, donc les honneurs en fait. En un mot, toutes les choses qui ne sont pas au nombre de nos actions. Voilà, donc vous voyez, là c'est simple, c'est clair. Les choses qui dépendent de nous sont libres par leur nature, rien ne peut ni les arrêter, ni leur faire obstacle. Celles qui n'en dépendent pas sont faibles, esclaves, dépendantes, sujettes à 1000 obstacles et à 1000 inconvénients, et entièrement étrangères. Souviens-toi donc que si tu crois libres les choses qui de leur nature sont esclaves, et propres à toi celles qui dépendent d'autrui,
tu rencontreras à chaque pas des obstacles. Tu seras affligé, troublé, et tu te plaindras des dieux et des hommes. Au lieu que si tu crois tiens ce qui t'appartient en propre, et étranger ce qui est à autrui, jamais personne ne te forcera à faire ce que tu ne veux point, ni ne t'empêchera de faire ce que tu veux. Tu ne te plaindras de personne, tu n'accuseras personne, tu ne feras rien, pas même la plus petite chose malgré toi. Personne ne te fera aucun mal, et tu n'auras point d'ennemis, car il ne t'arrivera rien de nuisible. Voilà. Donc le point de départ essentiel, c'est bien distinguer ce qui dépend de moi, ce qui n'en dépend pas, et de mettre toute son énergie sur ce qui dépend de soi. Et, comme vous le savez, ce qui dépend de soi, c'est essentiellement tout le domaine de la représentation, pour traiter tout ce qui ne dépend pas de soi avec indifférence, c'est-à-dire sans faire de différence. Donc, richesse, honneur, santé, on ne fait pas de différence entre l'existence de ces biens ou leur absence. Par contre, ce qui dépend de nous, nos opinions, nos représentations, nos inclinations, tout cela, c'est là où s'exerce notre liberté. Donc, par rapport au constat initial de Sénèque, d'esclavage ou de maladie, si on veut se libérer et si on veut se soigner, eh bien, il faut agir sur ce qui dépend de nous. Et, vous voyez, c'est un critère extrêmement simple, en tout cas au moins en théorie. Alors, un petit peu plus loin, vous voyez, c'est pour voir le langage qui est un langage simple. Devant chacune des choses qui te divertissent, qui servent à tes besoins ou que tu aimes, n'oublie pas de te dire en toi-même ce qu'elle est véritablement. Et ça, c'est toujours le travail sur la représentation juste, compréhensive. Par rapport aux choses qui te divertissent, qui servent à tes besoins ou que tu aimes, n'oublie pas de te dire en toi-même ce qu'elle est véritablement. C'est-à-dire, voilà, une fois débarrassé de tout ce qui est éventuellement jugement ou élément émotionnel, ce que la chose est. Sans rajouter à la représentation quelque chose qui n'a pas lieu d'y être rajouté. Donc soit un jugement, c'est bien, c'est pas bien, c'est juste, c'est injuste, soit un élément émotionnel, ça me plaît ou ça ne me plaît pas. Commence par les plus petites. Alors ça, c'est toujours des conseils, bon, ça c'est Épictète, mais chez Sénèque, on va trouver aussi ce genre de conseils. Ne pas attaquer par les plus grosses difficultés, mais s'entraîner avec des petites choses. Puisque vous savez que un des défis essentiels, c'est la mort, chez les stoïciens, donc c'est la perte ultime. Donc, avant d'arriver à cette extrémité, il faut pouvoir s'entraîner à perdre un certain nombre de choses. Commence par les plus petites. Si tu aimes, par exemple, un pot de terre, dis-toi que tu aimes un pot de terre. Et s'il se casse, tu n'en seras point troublé. Pourquoi ? Parce que j'ai perdu un pot de terre. Point. C'est pour ça qu'il est conseillé de ne pas avoir de vase mie, mais d'avoir des pots de terre. Voilà. De deux choses l'une. Ou on peut avoir un vase Ming et ne pas être affecté si on le perd. Et dans ce cas-là, rien n'interdit dans la logique stoïcienne et dans l'éthique stoïcienne de posséder un vase Ming, mais c'est la condition. Et sinon, si on n'est pas capable de cela, on a un pot de terre.
C'est la valeur de notre corps de chose. Pourquoi? Porque no. Alors, s'il se casse, tu n'en seras point troublé. Alors, là, je pense qu'il va y avoir des réactions. Si tu aimes ton fils ou ta femme, dis-toi à toi-même que tu aimes un être mortel. Et s'il vient à mourir, tu n'en seras point troublé. Voilà, je savais que... Trop dur. C'est pas lui qui a parlé d'une peau d'oignon, de pas plus s'attacher à un être qu'à un oignon. Je croyais que c'était Épictète qui avait comparé. Alors, des choses plus simples. Quand tu es sur le point d'entreprendre une chose, mets-toi bien dans l'esprit ce qu'est la chose que tu vas faire. Si tu vas te baigner, représente-toi ce qui se passe d'ordinaire dans les bains publics, qu'on s'y jette de l'eau, qu'on s'y pousse, qu'on y dit des injures, qu'on y vole. Tu iras ensuite plus sûrement à ce que tu veux faire. Si tu te dis auparavant, je veux me baigner, mais je veux aussi conserver ma liberté et mon indépendance, véritable apanage de ma nature. Et de même sur chaque chose qui arrivera. Ça, c'est tout le travail qu'on avait vu déjà avec les stoïciens d'anticipation. Si je m'imagine à l'avance que si je vais aller dans les bains publics, de toute façon, ça va être les injures, on s'y jette de l'eau, enfin, si j'imagine ça à l'avance, si je m'y prépare, quand ça va m'arriver, je peux rester tranquille et donc profiter pleinement de mon séjour dans les bains. Mais si je n'anticipe pas cela, je vais être gênée, je vais souffrir, je vais être injuriée et je ne vais pas profiter. Alors, ce n'est pas simplement que je ne vais pas profiter de ce moment, c'est que je ne serai pas libre. Alors que si j'anticipe ce qui peut arriver, je intègre ma liberté intérieure, puisque je ne suis pas affectée par les effets négatifs de l'environnement. Et ça aussi, ça fait partie de la liberté intrinsèque de chaque individu, de pouvoir se préparer, anticiper, c'est-à-dire coller à la réalité. Est-ce qu'il y a une notion de fatalisme? Non. Non. Alors, comme il dit, je ne voulais pas seulement me baigner, mais je voulais aussi conserver ma liberté et mon indépendance. Donc, je vais au bain, pas simplement pour me baigner, mais aussi pour, quelque part, tester ma capacité de liberté et mon indépendance. Et alors, on arrive au petit chapitre 5 du manuel, qui est évidemment très connu. Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les opinions qu'ils en ont. Par exemple, la mort n'est point un mal, car si elle en était un, elle aurait paru telle à Socrate, mais l'opinion qu'on a que la mort est un mal, voilà le mal. Lors donc que nous sommes contrariés, troublés ou tristes, n'en accusons point d'autres que nous-mêmes, c'est-à-dire nos opinions. Bon, là, sans parler du cas extrême de la mort, en cas de contrariété, de trouble, de tristesse, de petits chagrins, n'en accusons point d'autres que nous-mêmes, c'est-à-dire nos opinions, c'est-à-dire interrogeons nos représentations. Avons-nous une juste représentation, une représentation compréhensive de la situation, ou bien avons-nous une représentation erronée? Et ça, c'est fondamentalement ce qui dépend de chacun. Pas ce qui nous arrive, mais la façon dont on le vit, dont on le juge, dont on le ressent. Ça oui. Là est la liberté, et c'est là où il y a la fameuse conquête de soi. Ne demande point, alors, fameuse conséquence, ne demande point que les choses arrivent comme tu les désires, mais désire qu'elles arrivent comme elles arrivent, et tu prospéreras toujours. Ah, c'est vrai qu'avec ce genre de conseils, on peut basculer dans ce que, effectivement, dit parfois à propos des stoïciens, que c'est du fatalisme, c'est-à-dire qu'on se soumet, on subit
ce qui arrive, parce qu'on nous exhorte à finalement désirer que les choses arrivent comme elles arrivent. C'est plus subtil que ça. Parce que si c'était simplement de la soumission ou le fait de subir, franchement, je ne vois pas pourquoi ils auraient écrit tout ce qu'ils ont écrit sur la liberté ou sur la conquête de soi, si de toute façon on était pieds et poings liés au destin. Pour moi, c'est une dérive qui peut-être a eu lieu, certains, mais qui n'est pas dans l'éthique stoïcienne, qui est une éthique de la liberté, de la sagesse. De l'action. Ça peut faire des êtres un peu froids, non? Tu vois, je comprends cette dérive-là, il y a plus de subtilité, mais... Froid, disons, il faut se rappeler ce que dit Sénèque sur la clémence et la douceur. Ce qui explique très bien Hadot aussi par rapport à la notion de citadelle intérieure. Il dit, c'est un peu comme j'aime bien cet exemple, parce que c'est un exemple qu'on retrouve aussi dans d'autres traditions, notamment de l'Orient. Être comme une mangue. Je l'avais déjà donné cet exemple, je l'aime bien. C'est-à-dire, vous connaissez la mangue, hein? Il y a une espèce d'os, le noyau, qui est dur, et la chair est très douce. Il dit, à partir du moment où il y a à l'intérieur de soi cette citadelle intérieure inexpugnable, donc cette citadelle faite de liberté, d'indépendance, alors on peut se permettre d'avoir une chair douce et molle. Et donc, pas froide, pas dure. La dureté, si je puis dire, elle est intérieure, mais pas à l'extérieur. Ou là, au contraire, plus c'est dur, plus la citadelle est construite, plus on peut se permettre d'être doux, bienveillant, clément, tempérant, solidaire, tolérant. Et c'est même à l'inverse. À partir du moment où il n'y a pas cette citadelle intérieure, où il n'y a pas cette force intérieure, alors la dureté, oui, elle est à l'extérieur. Pour se protéger. Donc, ça c'est un critère. Plus la personne est forte et construite intérieurement, plus elle peut se permettre d'être douce. Pas se tromper. Et donc, s'il y a dureté, agressivité, c'est que à l'intérieur, c'est mou. Et oui, c'est peut-être dur à... c'est peut-être dur à accepter, mais vous savez, quand on dit la meilleure défense est l'attaque, les personnes qui attaquent, c'est qu'ils se sont très peu sûrs d'eux-mêmes. Quand quelqu'un est sûr de soi, il n'a pas besoin d'agresser. Celui qui est laxiste, alors il est mou aussi à l'intérieur. Bien sûr. Il est mou à l'extérieur et à l'intérieur. Non, mais donc, je sais que c'est l'image qu'on a en général de l'éthique stoïcienne, stoïque, c'est dur, c'est intraitable, c'est pas ça. Enfin, en tout cas, au niveau de ces grands philosophes, c'est pas ça. Parce que c'est plus facile d'être dur à l'extérieur et mou à l'intérieur. C'est sûr. Alors, à chaque objet qui se présente, toujours le manuel, à chaque objet qui se présente, souviens-toi de rentrer en toi-même. À chaque objet qui se présente, souviens-toi de rentrer en toi-même et d'y chercher quelle vertu tu as pour bien user de cet objet. Ne dis jamais, sur quoi que ce soit, j'ai perdu cela, mais je l'ai rendu. Ça, c'est très bien pour se considérer propriétaire de rien, ni de personne. Je l'ai rendu. Nous sommes des locataires. Nous sommes des passeurs. Nous sommes des gens en passage. Donc on nous donne des choses, mais il faut les rendre. On t'a pris ta terre. Voilà encore une restitution que tu as faite. Mais celui qui me l'a prise est un méchant. Que t'importe par les mains de qui celui qui te l'a donnée a voulu te la retirer?
pendant qu'il te la laisse, use-en comme d'une chose qui ne t'appartient point, comme les voyageurs usent des hôtelleries. Bon, alors évidemment. Alors, dernière petite citation du manuel. Souviens-toi que tu es un acteur dans une pièce, longue ou courte, où l'auteur a voulu te faire entrer. S'il veut que tu joues le rôle d'un mendiant, il faut que tu le joues le mieux qu'il te sera possible. De même, s'il veut que tu joues celui d'un boiteux, celui d'un prince, celui d'un plébéien. Car c'est à toi de bien jouer le personnage qui t'a été donné. Mais c'est à un autre de te le choisir. Alors, c'est qui pour lui l'autre? C'est-à-dire, c'est à toi de bien jouer le personnage qui t'a été donné, mais c'est à un autre de te le choisir. La providence, le destin. Il t'est donné de jouer tel rôle, ne te rebelle pas contre le rôle qui t'est assigné, joue au mieux le rôle qui t'est donné. Oui, mais il a été content d'être affranchi quand même. Il n'est pas resté esclave. Comme Je sais il a pu. Je sais pas. Je sais pas. Il m'a pas dit. Il m'a pas dit. Ah, il a pas de- Et quelles étaient ses relations avec Sénèque? Il a rencontré Sénèque? Alors, dernier élément, souviens-toi que ce n'est ni celui qui te dit des injures, ni celui qui te frappe, qui t'outrage, mais c'est l'opinion que tu as d'eux, et qui te les fait regarder comme des gens dont tu es outragé. Quand quelqu'un donc te chagrine et t'irrite, sache que ce n'est pas cet homme-là qui t'irrite, mais ton opinion. Quand même. Oh, il y a des limites hein, quand même. Hein. Qu'aurait fait Épictète dans le train de banlieue de Grigny? Serait-il resté assis? Bon, on cite toujours cet exemple, mais je ne l'ai pas cité parce que je trouve qu'il est trop cité. Mais Épictète avait donc un maître, Épaphrodite, hein, qui avait été affranchi par Néron et qui se vengeait un petit peu sur Épictète. Et on disait qu'il était très violent vis-à-vis d'Épictète. Un jour, on raconte qu'Épaphrodite a tordu la jambe d'Épictète. Et Épictète lui aurait dit « Attention, tu vas la casser ». Et Épaphrodite a continué à tordre, et la jambe s'est cassée. Et Épictète aurait dit « Tu vois, tu l'as cassée ». Bon. Ouais, c'est comme les chaussures d'Empédocle. Voilà, donc c'est extrême, mais c'est, disons, pour expliquer que le sage est celui qui devient indifférent jusque dans la douleur extrême par rapport à ce qu'il arrive. Détaché. Acceptation, ascèse, détachement, disons. Hein, c'est les valeurs de... C'est peut-être aussi autre chose. C'est l'attitude intérieure, oui. Mobiliste et défense. Alors, bon, là, pour Épictète, au niveau des citations, c'est bon. Donc, ne dépend... Donc, la liberté de l'homme réside dans le bon usage de ses représentations. Il faut comprendre que Marc Aurèle, tout empereur qu'il fut, a été le disciple d'Épictète, puisqu'il a appliqué, notamment dans les pensées pour moi-même, les exercices donnés par Épictète, hein, sur le travail sur les représentations, sur le travail sur l'assentiment et le travail sur l'action pour autrui. Donc, on peut dire qu'Épictète prône des valeurs, c'est vrai, assez héroïques, hein, d'ascèse, de détachement, d'acceptation. Donc c'est la couleur, disons, que va donner Épictète à l'éthique stoïcienne. Ça donne une autre image, disons. Alors, on finit avec Marc Aurèle, qui est donc postérieur, 121-180, et qui est, donc, sera l'élève d'Épictète. Donc on dit que il fut protégé par l'empereur Hadrien et il s'est intéressé dès son plus jeune âge à la littérature et à la philosophie.
et que c'est son maître Rusticus qui va l'initier au stoïcisme et surtout va lui faire lire le manuel et les entretiens d'Épictète. Donc c'est son maître de philosophie qui va lui faire connaître la philosophie stoïcienne. Et ça, on le sait, puisque dans les Pensées pour moi-même, il y a dans le premier livre, qui est un livre de reconnaissance et d'hommage à tous ceux qui ont aidé Marc Aurèle, il y a un très bel hommage à Rusticus, donc à celui qui lui a fait connaître la philosophie stoïcienne. À la mort d'Antonin en 161, donc à l'âge de 39 ans, il devient empereur. Et donc, sa période de pouvoir va être marquée par que des circonstances terribles, catastrophes naturelles, des inondations, des tremblements de terre, des épidémies de peste, enfin il a tout eu, et surtout les guerres pour défendre le limès, pour défendre les limites de l'Empire romain. Et donc il va avoir à mener de rudes campagnes contre les Parthes, mais aussi contre tous les peuples du Danube, les Quades, les Marcomans, enfin, donc il va passer plusieurs années de sa vie à guerroyer pour défendre l'Empire romain et donc par rapport aussi à toutes ces catastrophes naturelles, de devoir prendre les mesures qui s'imposent. Alors de Marc Aurèle, qu'a-t-on ? On n'a que les pensées, dites pensées pour moi-même, qui semblent avoir été rédigées à la fin de sa vie, donc elle était en campagne. 2 livres au moins ont dû être écrits pendant la campagne du Danube, l'un chez les Quades, à bord du Gran, c'est-à-dire c'est l'actuelle Slovaquie, et l'autre à Carnuntum, c'est-à-dire sur le Danube, dans l'actuelle Autriche. Et c'est là, d'ailleurs, où il mourra, pas très loin de Vienne, en Autriche. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Marc Aurèle écrit pour lui-même, non pas en latin, comme il fait pour ses autres correspondances, mais en grec. Pensées pour moi-même sont écrites en grec. Et dans ses pensées, il cite un texte d'Épictète, qui est le suivant, qui donne un petit peu le fil conducteur qui permet de lire ses pensées. Pensées pour moi-même qui pendant longtemps ont été considérées comme une sorte de journal intime, où il écrivait sous la tente, la nuit, etc. Bon. Parce qu'on a eu l'habitude depuis des confessions, des journaux intimes, etc. Mais bon, Pierre Hadot a une autre lecture des pensées pour moi-même que je trouve plus intéressante, dans le sens d'un exercice en fait quotidien, qui fait partie des exercices prônés par Épictète, de travailler tous les jours sur, justement, ses représentations, ses opinions, un sentiment, enfin, comme ce qu'Hadot appelle les exercices spirituels. Donc, ce n'est pas simplement une confession, pour se mettre en avant de ce qu'il a fait de bien ou pas bien, mais plutôt un exercice qui fait partie des exercices de l'école stoïcienne. Alors, voilà ce que dit Marc Aurèle d'Épictète. Il faut découvrir la règle qu'il faut appliquer au sujet de l'assentiment à donner aux représentations et aux jugements. Là, on retrouve vraiment le cœur de la vision d'Épictète. Il faut découvrir la règle qu'il faut appliquer au sujet de l'assentiment à donner aux représentations et aux jugements. Et dans le thème d'exercice qui se rapporte aux impulsions à l'action, il ne faut jamais relâcher son attention. Pour que ces impulsions à l'action aient pour fin le service de la communauté, et finalement, il faut s'abstenir totalement du désir et ignorer l'aversion pour les choses qui ne dépendent pas de nous. Donc là, il cite Épictète et il se situe donc totalement dans cette filiation. Et on va retrouver donc les 3 domaines d'activité. Et il y a toute une interprétation donc, que fait Hadot des pensées pour moi-même, avec ce rythme en fait ternaire, où dans chaque petit paragraphe, il y a ces 3 disciplines appliquées. Donc la discipline de l'assentiment,
ou de la représentation, c'est-à-dire quelle représentation j'ai de la chose, quel jugement, quel assentiment je donne à quoi. Et donc ça c'est l'exercice de logique. Parvenir à une vision uniquement soutenue par la seule raison, c'est-à-dire d'avoir une représentation la plus neutre, la plus dépouillée possible, la plus objective possible. C'est ce qui lui fait écrire des événements en les dépouillant de tout jugement, de tout élément d'aversion ou de plaisir, de décrire des situations telles qu'elles sont. Ensuite, la discipline du désir, qui va être liée à la physique, mais vouloir ce que veut le destin, donc ne pas se rebeller, se révolter par rapport à des éléments qui arrivent, qu'on n'aurait pas forcément souhaité, mais de prendre les meilleures décisions, mesures législatives possibles face à cela. Et enfin, la discipline de l'action, qui est liée à l'éthique, qui est toujours le fait d'agir au service des hommes, de ne jamais agir que pour soi. Donc là, on voit bien, et c'est très systématique chez Épictète, mais c'est encore plus systématique dans les pensées de Marc Aurèle, travail sur la représentation et l'assentiment, travail sur l'acceptation du destin et de la providence, et discipline de l'action, au service de la communauté. Et il va aussi parler, comme Sénèque, de la clémence qui aide à surmonter bien des tentations, et notamment la colère. Donc là, on voit aussi une inspiration de Marc Aurèle de cette vertu, par cette vertu de Sénèque. Alors, une phrase très, très connue de Marc Aurèle: si un homme est séparé d'un homme, il est séparé de la société. Si tu le peux, instruis-le. Et si tu ne peux l'instruire, souviens-toi que la bienveillance a été donnée à l'homme pour ce cas. Et Marc Aurèle dit à un autre moment: tes concitoyens, supporte-les ou instruis-les. Supporte-le ou instruis-le. Il n'y a pas d'autre choix. Donc soit tu les supportes, tes concitoyens, et si tu ne les supportes pas, tu les éduques, tu les instruis. C'est ta mission. Mais on ne peut pas à la fois ne pas supporter ses concitoyens et ne rien faire pour les éduquer. Seras-tu droit ou redressé? Bon, ça fait partie aussi de ces préceptes stoïciens que va aussi rappeler Marc. Donc la bienveillance, la clémence, la bienveillance. Dans le livre 11 des Pensées, il énumère 9 points, 9 raisons pour lesquelles on ne peut pas condamner autrui. Vous voyez, je cite cela pour justement aller un peu contre cette image de la dureté, l'intolérance qu'il pourrait y avoir dans la vision stoïcienne. Il dit on ne peut pas condamner autrui parce que autrui croit agir pour le bien. C'est comme l'idée de Socrate que nul n'est méchant volontairement. Donc si quelqu'un fait le mal, c'est pas de sa faute, c'est par ignorance, c'est parce que voilà, il est esclave. C'est pour ça que soit on le supporte, soit on l'éduque, avec évidemment l'idée qu'en général il faut l'éduquer. Nous pouvons aussi nous tromper. Nous avons aussi des représentations erronées, fausses. Son action n'atteint en nous que l'opinion que nous en avons. Son action n'atteint en nous que l'opinion que nous en avons, mais ne nous atteint pas vraiment directement. Il est mortel. Ça, c'est quelque chose aussi qui peut apporter une certaine bienveillance. Nous sommes tous mortels.
Donc, autant être bienveillant et pardonner, puisque de toute façon, la même chose nous attend tous. Hein, et parfois, comme dit Jean-Jacques Goldman, on se pense immortel. Neuvièmement, la douceur est invincible si elle est véritable. Alors ça, c'est pour répondre à Michel. La douceur est invincible si elle est véritable. Donc, clémence, douceur dans les rapports humains, comme pour Sénèque. Une clémence qui se fonde ainsi sur une sorte d'autocritique écarte évidemment l'orgueil. Donc c'est aussi vertu d'humilité que Marc Aurèle va enseigner, tout empereur qu'il est. S'il juge les hommes, l'homme doit être le premier à se juger lui-même. Et donc il va aussi développer cette idée de dignité, que l'homme peut être grand et digne s'il applique déjà pour lui-même ses vertus. Et on va dire qu'il va développer aussi toute une philosophie de la tolérance, ça, vous voyez, avec cette idée du jugement, qu'il ne faut jamais juger rapidement, hâtivement, ni les situations, ni les êtres. Et que la bienveillance ou la clémence est une sorte de purification aussi à l'intérieur de soi. Alors, les pensées, les pensées, je vais vous en lire une quand même pour finir, mais vous avez ces petits ouvrages faciles à trouver. Alors, c'est le livre 4. Sois semblable à un promontoire. Ça, c'est l'idée de citadelle intérieure d'Ado. Sois semblable à un promontoire contre lequel les flots viennent sans cesse se briser. Le promontoire demeure immobile et dompte la fureur de l'onde qui bouillonne autour de lui. Que je suis malheureux que telle chose me soit arrivée. Ce n'est point cela, il faut dire que je suis heureux, après ce qui m'est arrivé, de vivre exempt de douleur, insensible au coup qui me frappe aujourd'hui, inaccessible à la crainte de celui qui peut me frapper plus tard. En effet, la même chose pourrait arriver à tout autre qu'à moi, mais cet autre eût pu bien ne pas le supporter sans douleur. Pourquoi donc tel accident est-il appelé infortune et tel autre plutôt bonheur? Appelle donc en général malheur de l'homme ce qui n'est point un obstacle à l'accomplissement du but de la nature de l'homme. Et y a-t-il un obstacle à l'accomplissement du but de la nature humaine dans ce qui n'est point contre le vœu de cette nature? Quoi? Tu sais quel est ce vœu. Ce qui t'est arrivé t'empêchera-t-il donc d'être juste, magnanime, tempérant, sage, réservé, véridique, modeste, libre, d'avoir toutes les vertus dont la présence est le caractère propre de la nature humaine? Souviens-toi du reste, à chaque événement qui provoquerait ta tristesse, de recourir à cette vérité, que ce n'est point là un malheur, mais qu'il y a un réel bonheur à supporter cet accident avec courage. Va toujours par le plus court chemin, or le plus court chemin, c'est celui qui est selon la nature. C'est-à-dire qu'il faut dans toutes nos paroles, dans toutes nos actions, suivre la saine raison. Une telle résolution te délivrera de 1000 chagrins, de 1000 combats, de toute dissimulation et de toute vanité. Bon, je pense que c'est une belle phrase pour inspirer cette semaine. Oui. Ça permet de voir la crise autrement. Quel bonheur de vivre dans la crise avec courage. Et abnégation.
Et peut-être un peu de détachement et d'ascèse quand on nous prendra tous nos comptes courants. Non, c'est une blague, mais c'est un très beau livre de chevet. Aussi bien le manuel d'Épictète, les entretiens, que les pensées pour moi-même, très apaisant. Notamment en période de folie. De prendre les mesures les plus rationnelles. De prendre les mesures les plus sages. De prendre les mesures les plus sages et en faisant ce travail quotidien sur ces représentations pour être le plus juste possible. Bien sûr. Bon, la semaine prochaine, on part à Alexandrie. Merci.